Bonjour à toutes et bonjour à tous. La recherche médicale française est à la peine. La crise Covid et le fait que la France n'ait pas réussi à mettre au point un vaccin contre cette pandémie mondiale a mis en porte-à-faux la recherche médicale française. Et si nous étions carrément dépassés? Malgré les réussites du passé et l'excellence de nos chercheurs que l'on ne se lasse pas de louer, l'ARN messager nous a valu tout de même un prix Nobel, mais c'était en 1965. L'opinion publique est sévère, accompagnée en cela par le rapport des académies de médecine et de pharmacie qui parle de recul spectaculaire du soutien à la recherche en biologie santé en France et appelle à simplification et coordination. Pourtant, la loi de programmation de la recherche 2021-2030, votée en décembre dernier, devrait permettre de redresser la barre si l'on en croit la ministre Frédérique Vidal. Mais cette perspective est vivement critiquée par un nombre de chercheurs. Qu'en est-il dans le domaine de la médecine et de la santé? Quels sont précisément les constats? Quelles sont les solutions et les opportunités? Comment accroître l'attractivité pour les chercheurs? Comment davantage financer ou plutôt mieux financer? Comment favoriser l'agilité entre le public et le privé? Quel rôle pour l'Europe? C'est ce que nous verrons au cours de cette heure avec deux médecins chercheurs. Frédéric Penaud-Lorca, vice-président d'Unicancer, directrice générale du Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin à Clermont-Ferrand et responsable d'une unité INSERM de recherche. Didier Samuel, président du Comité national de coordination de la recherche, le CNCR, la recherche hospitalière, doyen de la faculté de médecine Paris-Sud et responsable aussi d'une unité INSERM. Et troisième invité, Frédéric Collet, président du LEM, les entreprises du médicament. Merci à nos partenaires, BVA, Groupe Pasteur Mutualité, Medtronic et Point Vision. Pascal, première question sur le constat. Bonjour madame, bonjour messieurs. Oui, alors évidemment, comme dit Philippe, à la fois solution et opportunité, mais vous en conviendrez, il nous faut d'abord essayer d'établir un constat. Alors, nous voudrions avec vous voir effectivement quelles sont les répartitions entre ce qu'il convient d'appeler la recherche publique, mais également la recherche universitaire, notamment puisque le CNCR a cette responsabilité, et également avec l'industrie privée. Que pensez-vous de l'idée qu'il y aurait une difficulté de passer de la recherche fondamentale à la recherche clinique, finalement, en d'autres termes, que l'on a une innovation clinique bien difficile dans notre pays? Peut-être Frédéric Penaud-Lorca pour commencer. Merci tout d'abord de m'avoir invité à ce débat. Je pense aujourd'hui que la recherche translationnelle en France et la recherche en général sont bloquées par un certain nombre de points qui ont été mis à jour récemment et dans les débats sur la loi de programmation de la recherche. Au niveau des équipes de recherche, on va dire aujourd'hui que le dynamisme peut être ralenti par l'occupation quasi permanente des chercheurs à trouver des financements, à la grande difficulté que l'on a quand on dépose des projets ou quand on investit dans du matériel à trouver de l'argent pour en assurer simplement la maintenance. Donc on a un certain nombre de choses qui sont prévues dans cette loi de programmation de la santé, comme par exemple d'avoir un peu plus de part dans les programmes de recherche, enfin dans les appels d'offres et dans ce qu'on peut recevoir comme dotation, d'avoir plus de choses sur ce qu'on appelle les préciputes, c'est-à-dire tout ce qui va être les frais annexes. Mais c'est vrai aujourd'hui que notre difficulté va être l'accès à des moyens, la collaboration avec les industriels, parce que je pense que les partenariats publics-privés sont très importants dans la recherche, mais aujourd'hui les industriels ont leur propre centre de recherche et vont plutôt investir sur des produits plus finis que sur le début de la recherche translationnelle. Donc ça, c'est un frein à mon avis. Quand vous parlez de la loi de programmation, pour que nos téléspectateurs nous suivent parfaitement, la loi de programmation de la recherche, c'est la loi tout à fait récente, celle de l'année dernière, oui, déposée par le gouvernement, Madame Frédérique Vidal, etc. Et donc, c'était déjà une étape qui vous a donné l'impression que l'on allait dans le bon sens ou pas? En vous écoutant, on se dit qu'on a fait un bout de chemin, mais pas la totalité de ce que les chercheurs attendaient.
Bah, Je me trompe? oui, cette loi, elle prévoit 25 milliards de financement supplémentaire pour la recherche sur 10 ans. On va pas cracher dans la soupe, hein, c'est déjà quelque chose, mais c'est une loi qui est sur 10 ans et la majorité des financements sont prévus sur la fin de la programmation, c'est-à-dire qu'elles n'engagent pas le gouvernement actuel, elles engagent les futurs gouvernements et on ne sait pas quelle va être leur position là-dessus. Et on a beaucoup parlé, hein, il y a les financements de base pour les équipes de recherche, hein, le vital, puisque nous, on a vu nos dotations baisser de plus de 10% dans les dernières années. Donc, on a du mal à recruter du personnel. On a aussi beaucoup moins de personnel qu'avant. Ce sont des luttes permanentes avec les universités pour répartir des postes de techniciens, des postes tertiaires. Et puis après, il y a l'attractivité des salaires dans la recherche publique. On va y revenir, madame, sur la loi, ce que ça propose, mais si on veut rester sur le constat, la difficulté qu'on a d'appréciation, c'est est-ce que vraiment la France a décroché? Est-ce qu'il y a des domaines où elle est encore quand même tout à fait compétitive? Bon, l'histoire du vaccin, évidemment, a jeté un froid dans l'opinion publique. Est-ce qu'on est si mauvais que ça? Ou est-ce que quand même le constat n'est pas si sévère, madame, et puis aussi Didier Samuel Alors, et Frédéric Collet. bon, moi, je vais dire qu'il y a une recherche française de très grande qualité. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sur ce que je connais le plus, hein, moi qui ai la recherche en cancérologie, aujourd'hui, ce qui nous freine, c'est l'accès aux innovations et l'accès à certains médicaments. On sait qu'on a plus de difficultés qu'à une époque à obtenir certaines drogues ou certains grands essais cliniques parce que nos partenaires industriels savent qu'aujourd'hui, on a plus de difficultés pour accéder à certains médicaments en France pour obtenir un remboursement. Et pourtant, la cancérologie, c'est là où on est les meilleurs en essais cliniques. On est très fort, oui, mais on est moins fort qu'avant et on s'est fait dépasser par les Espagnols, on s'est fait dépasser par les Italiens. On a pris du retard et ce retard est lié, en particulier avec une certaine frilosité à pouvoir obtenir des drogues parce que la France, qui avant était un terrain très intéressant parce qu'on savait que si une drogue était acceptée, elle était remboursée, donc finalement un marché très important. Aujourd'hui, il y a certaines drogues qui n'arrivent pas en fait à obtenir un remboursement. Donc ça freine en fait l'accès. Indépendamment est-ce que c'est votre sentiment aussi? Est-ce qu'on a vraiment du retard sur le constat toujours? Puis après, on verra les solutions, les esquisses de solutions. Sur le constat, il faut distinguer la recherche et la recherche en biologie santé. Tout d'abord, par exemple, hier a été publié le classement de Shanghai, et vous verrez que si vous regardez en mathématiques, dans le classement de Shanghai, numéro 1, Université Paris-Saclay, numéro 3, Université Sorbonne, et en physique, on voit numéro 9, Saclay, Sorbonne est pas loin, et donc on voit qu'il y a des disciplines où la France est encore très présente. En clinical medicine, Saclay est la première cette année et 22e mondiale, et donc on n'est pas au même niveau que d'autres spécialités. D'autre part, l'un des points aussi qui est apparu ces dernières années, qui est assez clair aussi dans la loi de programmation de la recherche, c'est que on va augmenter en effet le financement de la recherche, et comme ça vient d'être dit, on peut que s'en féliciter. Le problème, c'est que premièrement, on a pris un retard important et majeur ces dernières années. Ça, c'est le numéro 1, et donc ça se rattrape pas comme ça. Le gouvernement a refusé de faire une programmation sur 7 ans et l'a fait sur 10 ans. Et donc, 10 ans, c'est long, ça n'engage pas ce gouvernement. Donc, on va voir si vraiment il y aura une augmentation du financement. Il faut revaloriser la carrière des chercheurs. Mais surtout, ce que je regrette très profondément, c'est que le gouvernement a refusé de sanctuariser la recherche, le financement en recherche en biologie santé. Et le décrochage, il est en recherche en biologie santé. Et ce décrochage est très important. Le budget de l'INSERM est resté plat depuis des années, et donc ce qui fait qu'en fait c'est une diminution du budget. On le voit dans les équipes de recherche, il y a moins de techniciens, il y a moins d'ingénieurs de recherche. On a plus ces financements, donc on a sous-financé la recherche, et ça commence à se payer. Donc c'est-à-dire que si on fait pas un rattrapage rapide, si on n'investit pas, et donc on revient à un problème de fond, il faut investir.
on a un budget actuellement en recherche en santé qui représente 18% du budget recherche, alors que dans d'autres pays, c'est 30 à 40%. On est à 2,2% du PIB. Dans d'autres pays, c'est à 3% du PIB. Par rapport à nos compétiteurs, l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne, on est très en dessous et notre budget sur biologie en recherche en santé a baissé de 28%. Actuellement, si on... Alors la loi, Oui. non mais Attends une seconde. Didier Samuel, j'ai 2 questions à vous poser, s'il vous plaît. La première, c'est il y a ce triptyque, en vous écoutant, il y a ce triptyque en France, et notamment dans les hôpitaux, soins, enseignement, recherche. Est-ce que ce serait une cause, et c'est ma question, est-ce que ça pourrait être une cause de cette faiblesse que vous évoquez? Et d'autre part, évidemment, est-ce que la crise du Covid que nous connaissons, que nous traversons et que nous connaissons encore, est-elle encore ne modifie-t-elle pas la donne pour les pouvoirs publics? Alors sur le premier, sur le triptyque, et là on touche à la carrière des hospitalo-universitaires notamment, c'est vrai qu'on doit réfléchir à mieux coordonner la recherche et notamment pour les HU, les hospitalo-universitaires, prévoir du temps recherche qui est mieux identifié, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc je pense qu'on a une réflexion à avoir sur la carrière des hospitalo-universitaires, leur approche de la recherche ou de l'enseignement. Et en effet, on peut pas tout faire très bien. Et donc, il faut être capable de mettre ses forces dans certains endroits. Et ça, c'est un premier point. mais sur la coordination, Didier Samuel, parce que le rapport des académies de médecine et de pharmacie est très sévère. Donc il y a beaucoup d'essais en France, mais c'est pas coordonné. Il y en a trop, ils n'arrivent pas à terme. Contrairement à l'Allemagne, il y en a moins, mais ils arrivent plus à terme. Est-ce qu'il y a c'est un pierre dans votre jardin? Alors, c'est vrai qu'il y a un manque de coordination, mais c'est vrai aussi que l'épidémie Covid, elle est tout à fait particulière par son aspect. C'est pas, on a notamment la vague 1. La vague 1, si vous regardez, c'est un pic très aigu. Donc, en effet, avec un afflux de malades énorme sur une période très courte et avec un arrêt très rapide, ce qui n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'essais, quand on regarde bien, qui ont été mis sur la phase 1. Et ceux qui ont démarré très tôt ont pu terminer. Ceux qui ont démarré un peu décalés n'avaient plus de patients à inclure. Mais par contre, on a vu beaucoup moins d'investissements sur la vague 2. Et je pense qu'en effet, on a manqué de coordination. Et par exemple, en Grande-Bretagne, ils ont été plus performants là-dessus. Ça, c'est clair. Je crois que surtout que le Covid a montré que notre recherche, elle avait en biologie santé sur différents domaines. Le séquençage du virus, il vient des Chinois. Les vaccins, ça n'a pas été fait en France. Il nous manque clairement, on a 2 choses qu'on doit renforcer. On doit investir. Si on n'investit pas, c'est pas fait. Donc on doit investir. Votre constat. Comment vous réagissez à ces propos sévères quand même sur la recherche en France? Je réagis. D'abord, je suis absolument d'accord par le constat qui est fait. Nous avons perdu en compétitivité et en attractivité. C'est évident. Je prends juste un exemple. Nous étions, il y a 10 ans, le premier pays européen en matière de recherche clinique. Nous sommes devenus le 4e. Alors, nous avons conservé une place importante dans le domaine de l'oncologie, comme le rappelait Madame Pénolorca, mais sur lequel on est second. Mais en revanche, nous sommes 5e, 4e dans bien des aires thérapeutiques. Donc nous avons perdu. Et ce constat, je le partage tout à fait. Je pense qu'il y a plusieurs éléments et des éléments diagnostiques qui sont liés effectivement au financement, comme le professeur Samuel vient de le rappeler, c'est-à-dire un manque de financement. On a vu sur cette période les Allemands qui étaient sur la période des dernières années, l'Allemagne augmentait alors qu'elle était déjà 2 fois supérieure à nous en termes d'investissement dans le domaine. Ses budgets de l'ordre de 30%, quand nous avons effectivement de l'ordre de 10%, pardon, quand nous avons reculé de 30%. Donc oui, certainement un enjeu en matière budgétaire. Un deuxième enjeu pour moi qui est lié à la façon dont ces budgets sont aujourd'hui fléchés, c'est-à-dire que j'ai un sentiment de déperdition et un sentiment d'une certaine façon d'inefficience dans la mesure où ce qui fait probablement une des forces de la recherche publique en France, on la reconnaît, c'est sa capacité d'innovation et sa capacité d'aller au-delà d'un certain nombre d'attendus. En revanche, grâce à sa liberté. En revanche, on voit qu'on a une déperdition qui est très forte et aujourd'hui nous aurions besoin, il me semble,
d'axes, de priorités pour aligner, concentrer nos efforts de recherche communs entre la recherche publique et la recherche privée. Et puis, il y a un troisième élément qui me semble essentiel, qui tient à la culture, la formation, c'est-à-dire à la façon dont, plutôt que de construire parfois des murs entre l'un et l'autre, et on voit qu'il y a une véritable incompréhension parfois entre recherche publique et recherche privée, il serait urgent de construire des ponts. Alors effectivement, la LPPR a proposé un certain nombre d'axes dans ce domaine-là, mais je pense qu'il faut aller beaucoup si on plus loin. cherche les solutions, donc il y a le financement, mais c'est pas tellement mettre plus d'argent, même s'il faut en mettre plus, c'est mieux financer. Alors, Didier Samuel et Frédéric Peneau-Lorca, comment mieux financer? Est-ce que faut plus flécher? Est-ce qu'il faut que les chercheurs, comme vous disiez, madame, arrêtent de chercher des budgets concrètement, parce que le budget va pas augmenter là avec la loi. C'est plié. Et pour ma part, je voudrais quand même poser également une question à Frédéric Collet. Est-ce que quand vous parlez de recherche privée, est-ce que vous parlez de recherche internationale ou de recherche française? La question est de savoir, est-ce que les entreprises françaises ou les centres de recherche privés français cherchent et trouvent? Ce sera une question également pour vous, après que vous ayez répondu peut-être aux questions de Philippe. La première question, comment mieux dépenser, et après l'international alors? Comment mieux dépenser? Alors d'abord, je voudrais juste dire que le CNCR vient de publier sur son site un rapport sur la cancérologie en France. Vous verrez que, comme cela a été dit précédemment, la recherche en cancérologie est plutôt bien située parmi les disciplines. Et donc, je vous encourage à regarder ce rapport sur le site du CNCR. Concernant l'utilisation du financement, il faudrait simplifier d'abord. D'abord, il faut du financement. Donc, si le gâteau il est petit, on peut toujours aller dans tous les sens, ça sert à rien. Mais d'abord, il faut augmenter le financement et aussi simplifier la façon d'avoir le financement. Il faut du financement pérenne, du financement sur appel d'offres. Actuellement, on a complexifié les modes de financement. Il y a des agences, il y a l'ANR, il y a la NRS, il y a l'INCA, il y a le PHRC. On a complexifié le mode de financement et on l'a rendu très complexe. Donc très complexe et dur d'accès. Le PIA 4 qui vient d'être publié, c'est-à-dire le programme d'investissement d'avenir numéro 4, si vous le lisez, il faut avoir fait Polytechnique 2 fois pour comprendre comment ça va fonctionner et comment vous allez pouvoir répondre aux différents appels d'offres. C'est le cas de Philippe Leduc, Polytechnique. Oui, non, mais justement, BPI France sur les biotech a fait un rapport et il préconise la création d'une agence innovation santé, inspirée un peu de la Barda. Alors, est-ce que c'est ça que vous voulez? Puis après, on écoutera Madame Frédéric Peneau-Lorca, mais est-ce que il faut tout rassembler dans une agence innovation santé? Alors, si vous voulez, il y a deux choses. Le BARDA américain, ça a été un succès en termes de réactivité, indiscutablement. Et nous, on a une réactivité qui a été plus faible et moins financée. Avoir une agence de l'innovation, c'est une bonne idée, mais il y a deux choses qu'il faut considérer. Premièrement, il ne faut pas augmenter le millefeuille. Donc, il faut qu'il y ait une réflexion sur l'articulation entre cette nouvelle agence, si elle est créée, et les autres agences, voire quitte à en supprimer certaines, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une articulation cohérente. Il faut aussi ne pas perdre de vue qu'il faut aussi une articulation avec l'Europe. Parce qu'en effet, même si la recherche française aussi, elle peut être forte, mais elle peut pas faire tout toute seule. On n'est pas les États-Unis et on a besoin d'une recherche aussi européenne. Et donc, il faut une articulation avec l'Europe. Et donc, je pense que cette agence de l'innovation, c'est une bonne idée. Il faut réfléchir à deux éléments. Premièrement, le fond, c'est-à-dire en temps, je dirais, de paix, et la crise en temps de guerre ou de pandémie. Comment on réagit à une explosion comme on a eu pour le Covid et à la future pandémie. C'est deux éléments très importants. Oui, Frédéric Peneau-Lorca, est-ce qu'une agence innovation santé, ça vous paraît une bonne solution? On posera aussi après la question à Frédéric Collet. Mais est-ce que c'est dans les tuyaux, je dirais un peu? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce que bon... Ça fait partie des scénarios qui sont proposés, en particulier par les rapports des académies, une agence qui chapeauterait en fait les organismes de recherche et les agences. Après, voilà, est-ce qu'on reste sur la recherche en biologie santé ou est-ce qu'on passe sur la recherche en général? Parce que voilà,
la recherche en biologie santé, elle se nourrit aussi de recherches dans les sciences, ce qu'on appelle les sciences dures. Et il y a eu beaucoup d'appels d'offres récents qui ont permis de faire de grands progrès aujourd'hui en permettant les interactions entre ces différents types de recherches qui s'ignoraient quand même, qui se sont ignorés pendant longtemps. Donc c'est toujours pareil. Est-ce qu'on raisonne uniquement sur la biologie santé ou est-ce qu'on raisonne plus largement sur la recherche en France? Et à votre avis, Moi, je serais assez favorable sur cette coordination, sur une coordination plus centrale et sur une simplification. Je rejoins tout à fait Didier Samuel aussi sur le besoin de financement pérenne plus important, les dotations pour les jeunes chercheurs aussi qui commencent leur travail et qui donc ne sont pas connus, donc ils vont lancer des projets, mais ils n'ont pas d'antériorité. Il y a une difficulté. Il y a aussi des innovations dans les appels d'offres. C'est un peu ce qui est proposé dans la stratégie décennale pour des appels d'offres un peu disruptifs, ce qu'ils appellent high risk, high gain, c'est-à-dire qu'on part un peu de zéro et on dit voilà, on part sur une idée très originale. C'est une prise de risque, c'est un peu comme ce qu'on fait en finance. Hein. On va financer quelque chose sans vraiment avoir de retour là-dessus et puis on part. Donc voilà, mais va dans le bon sur sens, la coordination, je suis assez est-ce que vous pensez quand même tout ce qu'on dit qui paraît plein de bon sens, est-ce que les pouvoirs publics en ont pris conscience? Est-ce que dans la loi de recherche c'est inscrit? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Et puis après on demandera l'avis de l'industriel. Il n'aime pas qu'on l'appelle industriel, mais enfin l'entrepreneur du médicament. Oui, mais enfin, bon, c'est un partenaire important de la recherche. Hein. Et puis nous, on ne ferait pas de recherche en cancérologie sans les industries du médicament. Est-ce qu'on va dans le bon sens avec la loi et avec les décisions des pouvoirs publics? Alors, on va dans le bon sens, dans le sens qu'il y a des revalorisations salariales qui sont prévues, qu'il y a des aides qui sont prévues, qu'il y a des revalorisations globales, mais on a tous un peu des doutes sur le fait que ce programme va être mené à bien sur 10 ans. On sait que l'argent quelque part, le quoi qu'il en coûte, à un moment, bon, c'est compliqué, donc il faut aussi être raisonnable. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Je pense que la recherche académique, il faut quand même avoir un minimum de décence. Quand on imagine aujourd'hui qu'un jeune chercheur commence à 1,4 du SMIC, avec un doctorat, enfin, je veux dire, et après être allé faire des séjours à l'étranger, des conditions à un moment, il faut quand même remettre un peu les choses dans une perspective de société. On n'a plus d'attractivité. Et alors, moi qui suis hospitalo-universitaire aussi, qui dirige un hôpital à la recherche de jeunes pousses pour partir dans les carrières universitaires, aujourd'hui, c'est très compliqué, on nourrit au nez. Donc il y a aussi ce problème, c'est l'attractivité de la carrière dans la recherche qui est compliquée. Merci. On va poser toutes ces questions également à Frédéric Collet, à la fois donc sur l'état de la recherche privée, est-ce qu'elle est française, internationale. Vous dirigez également, on ne l'a pas dit, un laboratoire en France, un laboratoire international, européen, Novartis, je crois suisse d'origine. Comment se fait la recherche dans le privé? Et est-ce que quand vous travaillez pour, vous savez, on reparle de relocalisation beaucoup, c'est le terme un peu consacré maintenant. Est-ce que vous travaillez également pour la France ou tout simplement pour des intérêts internationaux? C'est la question que les gens se posent. Alors, il y a deux questions peut-être auxquelles je peux répondre. La première, c'est effectivement cette recherche. Puis après ça, je voudrais juste dire un mot sur cette agence de l'innovation. Concernant la recherche, nos recherches, elles ne sont pas par pays. Tous les acteurs de santé à ce niveau-là jouent dans une compétition qui est mondiale. Donc, effectivement, la façon dont on l'aborde, elle est internationale. Et aujourd'hui, la France est reconnue par un groupe comme le nôtre, est reconnue pour la qualité de sa recherche scientifique, la qualité de son terreau intellectuel, j'ai envie de dire, sa capacité à mener des recherches de qualité, il faut le souligner, c'est-à-dire la qualité à mener à bien des travaux de grande qualité scientifique. En revanche, la France est observée pour la grande complexité de son écosystème, extrême complexité, des délais qui sont très pénalisants, et puis également une certaine forme d'incohérence entre les différents éléments. Je m'explique. Le métier des entreprises de santé, des entreprises pharmaceutiques, il est assez simple. On fait de la recherche, on fait du développement clinique,
On fabrique, on fait du manufacturing et après ça on fait de l'accès. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est la cohérence de la chaîne qui fait l'attractivité d'un pays. En France, nous avons un disconnect entre ces différents éléments. Donc oui, bien sûr que la recherche clinique, la recherche en France est très reconnue, notamment dans le domaine du cancer. Si on regarde en particulier le nombre de publications, le nombre de citations, le nombre en termes d'innovation dans les pays européens, le nombre de brevets déposés, tout ça montre la qualité de la recherche française et les indicateurs sont très clairs. En revanche, c'est l'écosystème qui est autour qui est compliqué. Et dans les éléments d'écosystème, il y a un élément dont on reparlera peut-être tout à l'heure, sur lequel j'ai déjà dit un mot, c'est cette complexité que nous ne voyons pas ailleurs, typiquement aux États-Unis, typiquement en Grande-Bretagne, typiquement en Israël, par exemple, de construire des ponts entre les deux. Frédéric Collet, cette complexité, vous le répondrez sur l'agence tout à l'heure, mais cette complexité, vous en parlez souvent, je pense que celle-là est assez exact. Vous êtes en négociation avec les pouvoirs publics dans le cadre du CSIS, on appelle ça comme ça. Oui, absolument. Ça va être résolu dans un mois à peu près. En deux mots, est-ce que là encore, on va dans le bon sens? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Bien sûr. Après, mais sur l'agence santé, puis après, les relations entre le public et le privé, l'agilité nécessaire. Alors, le CSIS. Mais bien sûr qu'il y a une prise de conscience qui est très claire. Et dans le cadre du CSIS, il y a, le LEM travaille sur 4 piliers. Et parmi ces 4 piliers, il y a un pilier spécifique consacré à la recherche et à la coordination des efforts de recherche et la façon dont on s'appuie sur cette qualité du terreau en matière de recherche scientifique qui est reconnue absolument internationalement. Il suffit de voir. Vous pensez que les contraintes administratives et réglementaires risquent d'être amoindries, les délais, etc. Est-ce que bien sûr, ça fait pas. On a l'impression qu'on a fait déjà des progrès depuis quelques années. Bien sûr, on a fait des progrès. Bien sûr, on a déjà réduit les délais. Bien sûr, des choses ont été faites. Et encore une fois, je pense qu'il y a. On a évoqué de façon un peu subliminale le Covid un certain nombre de fois. Le Covid a fonctionné comme un révélateur très très fort de force, de fragilité aussi, et un accélérateur. Et effectivement, on le voit très bien. Il y a une prise de conscience. Alors, le président de la République avait, dès le début de son mandat, apporté une attention un peu particulière à ce secteur de la santé. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est bien sûr un acteur essentiel en matière de santé publique. C'était évident. Et on le rappelle quand même, la santé est devenue la première priorité des Français, mais également en matière économique. Et donc, le gouvernement, depuis, a pris un certain nombre de mesures à travers le précédent CSIS, à travers la loi l'accord cadre, à travers le PLFSS, le dernier. Donc, oui, il y a une attention. D'accord, donc on va dans le bon sens. L'agence Innovation Santé, alors vous vouliez nous donner votre l'agence Innovation Santé, oui, ça fait clairement partie des recommandations que nous avons dans le cadre du CSIS, puisque nous pensons que, en fait, c'est assez simple. Nous pensons qu'il y a une forme de, je ne veux pas dire de gâchis, mais de déperdition de l'effort, recherche publique, recherche privée, et que aujourd'hui nous aurions besoin d'une meilleure coordination. Et cette coordination, elle doit partir d'un instrument qui est assez simple, qui s'appelle un horizon scanning, c'est-à-dire finalement qu'observons-nous devant nous, et l'agence d'innovation en santé devrait partir de cette feuille de route en se disant quels sont les travaux de développement que nous voyons arriver, comment nous les anticipons, comment nous les favorisons, comment nous coordonnons mieux les efforts en matière de recherche et de développement autour de ces axes, et comment les priorisons-nous. L'État peut faire des choix en se disant nous souhaitons typiquement renforcer encore notre attention dans le domaine du cancer ou de telle aire thérapeutique, ou au contraire dans le domaine par exemple de l'antibiorésistance ou de l'immunologie. Frédéric Collet, on va essayer d'être pédagogique pour celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui sont peut-être moins spécialistes évidemment que vous sur ces sujets, moins habitués en tout cas. On a quand même l'impression aujourd'hui que la recherche privée, que vous représentez ici ce matin avec nous, se fait moins qu'elle ne se faisait dans les grandes entreprises, mais plutôt dans des start-up, dans des biotech, etc. Est-ce que c'est vrai ou c'est tout simplement... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si vous regardez, je voyais un chiffre l'autre jour, alors il faudrait que je le retrouve exactement, mais qui montrait la part de tête, disons les 2/3 des innovations qui ont été approuvées par les autorités de santé, prenons la FDA ou l'IMIA, en 2010, les 3/4 étaient faits par des big pharma. Aujourd'hui,
D'abord, il y a une augmentation très significative du nombre d'approbations, ce qui est un signe de l'accroissement et de l'accélération de l'innovation, mais une grande part d'entre elles vient de ce qu'on appelle les biotech, des entreprises de taille moyenne. Et on le voit très bien d'ailleurs dans le cadre de la crise, on a vu se développer des partenariats qui étaient tout à fait inédits, bien sûr entre ce qu'on appelle les big pharma, mais également entre big pharma et biotech, et également entre big pharma et académiques. Donc il y a un signal là aussi qui est important, parce qu'on voit à quel point cette fertilisation est essentielle. Et alors, je me posais la question également, Philippe a dit tout à l'heure que la cancérologie, à juste titre, est peut-être dynamique, en tout cas on le voit comme ça en France, mais quand on lit les rapports de l'Institut national du cancer, on voit finalement qu'il n'y a plus de plan cancer, qu'il y a une sorte de stratégie décennale, mais en fait qui s'intéresse assez peu à la recherche. Est-ce que c'est une lecture trop rapide? C'est peut-être une question à la fois pour vous, enfin pour vous trois, et peut-être pour Madame Penaud-Lorca. Je pense que c'est vrai qu'on a été déçus de ne pas voir arriver un nouveau plan cancer, parce que quand on dit plan cancer, on dit quand même des financements aussi. Même si déjà le précédent plan cancer n'avait pas d'énormes financements, c'est aussi associé à des financements. La stratégie décennale quand même a un certain nombre de projets de recherche qui sont attachés, hein, puisque il y a la recherche sur les cancers très graves, hein, c'est les cancers pour lesquels on est en rupture thérapeutique, les cancers du pancréas, les tumeurs cérébrales. Donc il y a quand même des projets cancer avec justement ces appels d'offres high risk, high gain qui sont quand même assez spécifiques. Après, il y a beaucoup de place pour la recherche en sciences humaines et sociales. Et ça aussi, je pense qu'en cancérologie, aujourd'hui, dans certains cancers, on est arrivé à un niveau de guérison très élevé. Il faut qu'on pense aux patients guéris ou aux survivants ou aux patients qui vivent très longtemps avec des maladies. Donc ça, il y a toute une partie dans la stratégie décennale qui est prévue sur cette recherche en sciences humaines et sociales. Et il y a aussi toute la recherche en prévention du cancer, les dépistages, les formes de dépistage personnalisés, les dépistages moins invasifs. Donc non, je crois que si on regarde la stratégie décennale, il y a une place importante pour la recherche. Vous êtes plus positif mais elle n'est pas forcément financée. Que Pascal. Non, mais parce que oui, Monsieur Collet, mais Madame Penaud-Lorca, pour nos auditeurs et téléspectateurs, il y a quand même des cancers durs, des cancers qui ne connaissent pas de succès. Il ne faut pas non plus toujours dire que tout est merveilleux. Enfin, moi, je trouve que quand même. Tout à fait, ce que je viens de dire, oui. Qu'est-ce que vous nous dites c'est ce que je viens de dire. C'est pour ça que c'est dans la stratégie décennale. C'est vrai que si on regarde le cancer du sein, on a quand même aujourd'hui des très grands succès dans beaucoup de maladies hématologiques également, mais il y a des cancers, les tumeurs cérébrales primitives, en 20 ans, très grossièrement, on a gagné 2 semaines de survie. Donc on a énormément de choses à faire. Et c'est dans la stratégie décennale, ça. Didier Samuel, vous vouliez rajouter quelque chose? Et je crois Frédéric Collet. Non, je pense que dans le traitement du cancer, il y a une prise en compte. Premièrement, il y a des cancers en effet sur lesquels on a besoin de faire des progrès parce qu'ils restent d'un pronostic très mauvais. Vous avez cité le cancer du pancréas, mais il était important aussi de prendre en compte, je dirais, l'aspect qualité de vie, l'aspect effet secondaire des traitements. Qui n'est pas anodin, c'est-à-dire beaucoup de patients en effet guérissent, mais au prix de complications des traitements, soit par radiothérapie, soit de chimiothérapie, soit maintenant on s'aperçoit aussi de la toxicité des immunothérapies. Donc il faut aussi que ceci soit pris en compte. Les patients, ils vont vivre pendant des dizaines d'années. Il faut aussi diminuer les séquelles de leur vie. Il faut aussi améliorer aussi tout ce qui est avant et la prévention du cancer. Donc c'était important aussi qu'il y ait cette approche pas spécifique, je dirais traitement du cancer brut, mais aussi avant, prévention, après, qui est la qualité de vie, réduire les effets secondaires, améliorer la durée de vie et la qualité de la vie à distance du traitement d'un cancer. C'est aussi une recherche. Oui, absolument, très importante. Avant de passer la parole à Odile Peixoto qui va nous donner les résultats d'un sondage sur l'opinion français sur la recherche, le Covid a quand même révélé une chose, c'est que en fin de compte, le succès des vaccins, c'est une alliance. C'est une agilité entre le public, le privé, les startups et les big pharma.
BioNTech, Cambridge en Angleterre, etc. Bon, la France, avec l'Institut Pasteur, on aura peut-être un vaccin à la fin de l'année. Est-ce qu'aujourd'hui, pour stimuler cette agilité entre les différents partenaires, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Est-ce qu'aujourd'hui c'est satisfaisant? Apparemment pas si on voit les résultats. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Alors, on fait un tour de table rapide, peut-être madame, et puis après... oui. Et puis quand même, Frédéric Collet, il faudra qu'on parle de brevets. Sur l'Institut Pasteur, on a lu chez nos confrères... Les questions les unes après les autres. Mais chez nos confrères, on a lu concernant l'Institut Pasteur qu'il y avait également beaucoup de disputes. Vous avez, j'imagine que vous avez lu ça cet fait longtemps. article Alors, qui fait désordre. Oui, on en a parlé pas mal dans la presse, mais bon. Moi, je veux bien dire un mot. Allez-y, Didier Samuel, alors. Non, je pense qu'il y a deux choses. D'une part, il faut qu'on lève une ambiguïté sur le rapport public-privé. Et ça, et je pense que là, il y a un problème de fond en France. D'un côté, on a des appels d'offres qui encouragent la coordination publique-privée, type RHU ou IHU, et de l'autre côté, on a les pharma, c'est le diable absolu, et il faut pas leur parler, etc. Or, on est en France, l'une des problématiques est en effet la capacité d'aller du laboratoire au médicament. Et ça, on sait très mal faire. Moi, dans ma spécialité, qui est les pathologies, je donne toujours ça comme exemple. La recherche sur l'hépatite C, elle a été académique, mondiale. La France était très bien placée. 100% des médicaments antiviraux sont américains. Et ça, c'est ce qu'on voit partout. Et actuellement, c'est justement, enfin, il y a vraiment une rupture de la chaîne. Il y a des aspects, je dirais, psychologiques qui sont le lien entre le public et le privé. Il faut que nos gouvernants soient plus clairs là-dessus, parce que là-dessus, ils sont très ambigus. Je parle notamment du ministère de la Santé là-dessus, qui est très ambigu. Et deuxièmement, et je pense qu'aussi qu'il y a une question de financement aussi du translationnel, de financement à risque, de capacité à encourager les développements des produits, quelque chose où on est très faible par rapport aux États-Unis, par exemple. Et là, je pense que je suis pas le spécialiste, mais pour moi, c'est absolument évident ce problème. Alors, Frédéric Penaud-Lorca et puis Frédéric Collet, sur l'agilité, les relations. Est-ce que le ministère de la Santé est vraiment ambigu? Alors, le ministère de la Santé n'est pas forcément ambigu, je pense, mais c'est vrai qu'il y a toujours une diabolisation qui est pénible, mais il n'y aurait pas d'essais cliniques sans la présence de l'industrie. Enfin, il faut être clair, il y a très peu d'essais cliniques avec des drogues qui sont issues directement de la recherche académique du début à la fin. Enfin, nous, on a fait des first in men sur des produits, des radiopharmaceutiques, c'est 20 ans de recherche, mais c'est très, très spécifique. Donc, je pense que il faut continuer à pouvoir développer ça, mais il y a déjà ce partenariat public-privé. Enfin, dans toute la recherche clinique, c'est la démonstration du partenariat public-privé. Mais il faut arrêter de le diaboliser, ça on est bien d'accord. Oui. Alors, Frédéric Collet, vous êtes le diable? C'est vous qui le dites. Je crois que je reviens sur ce qui vient d'être dit. 70% quand même de la recherche clinique, elle est le fruit. 70%, hein, elle est issue de la recherche privée. Et il faut bien considérer que le diable, ou en tout cas les entreprises pharmaceutiques aujourd'hui sont toutes internationales. Et aujourd'hui investissent des sommes colossales avec une fertilité que nous n'avons jamais connue en matière de recherche. Aujourd'hui, vous imaginez bien que quand un laboratoire, une entreprise décide d'abord de prendre le risque de mener ses essais, elle va comparer les lieux, les endroits dans lesquels, d'une part, la qualité de la recherche sera forte, mais également l'environnement permettra de mener cette recherche de façon qualitative, de façon rapide et de façon la plus efficiente possible. Et ce sont des arbitrages. Or, le fait est que nous avons perdu de cette attractivité en France pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc, je pense que je reviens à cette idée peut-être le gâchis est pas le bon terme, mais le terreau pourrait être beaucoup plus fertile qu'il ne l'est aujourd'hui. Or, il y a effectivement une incompréhension entre recherche publique et recherche privée qui est bien souvent diabolisée. Alors là, pour le coup, je suis absolument d'accord parce que ce sont des gens qui se comprennent. Mais pour moi, il y a deux éléments qui devraient être absolument travailler. Le premier, c'est la façon dont effectivement on coordonne mieux nos ressources, et l'exemple du plan cancer dont nous avons parlé est excellent. Le plan cancer montre la force et le bénéfice
de partager un objectif, de partager des ressources, de mieux les coordonner. Et on sait à quel point dans le domaine du cancer, c'est certainement perfectible, mais le plan cancer français a fait école dans le monde entier. Et aujourd'hui, notamment... Oui, on va. Mais bien sûr. Et juste, excusez-moi, je voudrais juste une seconde sur. Et le deuxième élément, c'est cette question de culture. Il est absolument essentiel que l'on favorise ces ponts au stade de la formation, au stade du développement de la carrière, au stade mature, mais qu'on permette une meilleure compréhension de ces équipes qui travaillent avec qualité de part et d'autre. Ça se fait concrètement dans le cursus de formation, ça se fait concrètement ensuite dans les ponts que l'on permet dans le cadre du développement d'une carrière, et ce sont des choses qu'on sait très bien faire, qui existent dans d'autres domaines. Messieurs, on va écouter le résultat d'un sondage de notre partenaire BVA Santé en partenariat, et nous les remercions, la Fondation de l'Avenir. Et puis, Monsieur Collet, on parlera avec nos autres invités également de propriété intellectuelle et de brevets après le sondage, évidemment. Bonjour à tous, je suis ravie de venir vous présenter le baromètre recherche médicale de la Fondation de l'Avenir. Premier thème, les priorités sur lesquelles la recherche médicale doit travailler. Que ce soit avant ou après la crise sanitaire, les cancers demeurent le secteur de prédilection de la recherche scientifique. Il arrive largement en première position, juste derrière les maladies neurologiques, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques. Et là, les maladies infectieuses font leur apparition en troisième position après la Covid, en toute logique, en sachant qu'avant, c'était les maladies cardiovasculaires qui les devançaient. En termes d'opinion, premier renseignement, il y a vraiment un plébiscite total sur le fait que la recherche médicale reste un bien commun. Les résultats de la recherche médicale doivent pouvoir bénéficier à tous, 97%, avec 68% de Français tout à fait d'accord. Donc, un fort engouement pour cette recherche qui doit être un bien commun. 89% des Français nous disent également qu'il faut développer les partenariats entre laboratoires publics et entreprises privées, et ça a même progressé après la crise sanitaire. Donc, cette recherche partenariale qui existe, qui se développe, est appelée des vœux de nos concitoyens, avec en parallèle quand même l'idée que la recherche médicale publique n'est pas assez soutenue en France pour 86% des Français. Et même pour aller encore plus loin sur cette idée de démocratie sanitaire, 70% des Français seraient favorables à ce que les orientations de la recherche médicale soient décidées en concertation avec les citoyens. On a également un engouement sur l'intérêt que les Français portent à ce sujet, puisque 89% nous disent « Je trouve très intéressant que l'on parle davantage de la recherche médicale dans les médias grand public », en sachant qu'on les a aussi interrogés sur l'épisode lié à la recherche médicale, doit-elle s'appuyer sur la rigueur scientifique versus le côté empirique du soin, c'est-à-dire vous aviez... La recherche médicale doit rester intransigeante et les études doivent démontrer incontestablement un bon rapport bénéfice-risque pour tous les médicaments mis sur le marché. Et là, vous avez 93% des Français qui soutiennent ce besoin de rigueur scientifique. Mais dans le même temps, vous avez 65% des Français qui nous disent « Le professeur Raoult a eu raison d'utiliser l'hydroxychloroquine, même si toutes les preuves scientifiques sur son efficacité n'étaient pas rassemblées. » Ce qui fait qu'on a 60% de la population, la majorité, qui dit oui aux deux exceptions qui ne sont pas opposées. Et on va dire qu'il y a une certaine sagesse populaire, un certain pragmatisme à ne pas opposer rigueur scientifique et empirisme du soin, que peut-être on aurait pu se passer d'un peu trop de débats sur ce sujet. Et voyez, ça se traduit aussi sur les résultats concernant l'image de la recherche médicale en France. Elle reste très bonne, avec 77% de bonnes opinions, mais seulement 13% de très bonnes opinions, et elle a reculé de 4 points. Un sujet intéressant, c'est la prise en compte de l'avis des patients et de leurs proches pour améliorer la recherche médicale. Donc, c'est un petit peu ce qui se fait avec la Patient Outcome Research, les PROMS, les PREMS,
Ça se développe déjà, mais là, on a vraiment un engouement total puisque vous avez 86% des Français qui sont tout à fait d'accord que la prise en compte de la vie des patients améliorerait la recherche médicale. Et enfin, pour finir sur une touche positive, on a 76% des Français qui se déclarent optimistes sur l'avenir de la recherche médicale en France. Seulement 7% donc très optimistes, mais quand même une large majorité optimiste. Oui, alors merci à BVA Santé, à la Fondation de l'Avenir, d'avoir fait mener ce sondage pour les contrepoints de la santé. Vous nous donnerez vos commentaires les uns et les autres. On voit bien l'ambiguïté en réalité des Françaises et des Français qui sont interrogés. Je voulais revenir, Frédéric Collet, notamment sur une question. Il y a un grand débat actuellement qui court partout, c'est celle de la propriété intellectuelle, en fait des brevets en d'autres termes. Face à une maladie extrêmement grave, extrêmement coûteuse, la situation que nous connaissons, dramatique, effectivement dans plusieurs pays et dans le nôtre en particulier, est-ce qu'il faudrait finalement que les médicaments, les vaccins que vous mettez, que vous produisez, que vous cherchez et produisez soient gratuits, soient plus diffusés et qu'il n'y ait pas le frein permanent de l'argent. C'est souvent d'ailleurs des accusations que l'on fait à l'industrie pharmaceutique. Je voudrais de ce point de vue avoir votre commentaire. Oui, je vais y répondre, évidemment, mais je peux pas passer après une enquête comme celle-là sans dire un mot quand même, parce que la crise a révélé, c'est à quel point on est face à quelque chose d'exceptionnel. Trouver un vaccin et commencer à l'inoculer en moins d'un an, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel grâce à toutes ces échanges, cet engagement des communautés public, privé, scientifique, du monde entier. Je crois qu'on peut pas rester à côté de ça. Et la crise, elle nous a rappelé quand même deux choses importantes. C'est que, le médicament, n'est pas, et le vaccin, a fortiori, n'est pas un bien comme un autre. Et puis le second, et que c'est normalement 10 ans de recherche pour arriver à ça. Et puis le second, c'est que quand on parle de recherche, on parle de risque. La recherche, et on a vu en France, vous aviez parlé de déception, on a vu effectivement que c'est compliqué de trouver. Effectivement, on a certains laboratoires, certaines équipes de recherche ont réussi à trouver un vaccin et à le produire en moins d'un an. D'autres ont eu plus de mal, et je crois qu'il faut se le rappeler, on peut pas s'habituer à ce caractère très exceptionnel de ce à quoi on assiste. Maintenant, sur les vaccins, je pense que les fameuses licences d'office ou l'abandon des brevets, je pense que c'est la proposition qui est d'abandonner les brevets est une mauvaise réponse, c'est une très bonne question. La bonne question, c'est effectivement d'être capable de vacciner le plus rapidement 7 milliards de personnes dans le monde. Et de mobiliser donc toutes les capacités de production dans le monde. Aujourd'hui, et ça c'est l'enjeu numéro un. Le deuxième enjeu, c'est de le faire, et on le sait bien en France, de le faire dans des conditions qui assurent absolument la qualité et donc la confiance dans le vaccin. Et ça, c'est un enjeu qui est essentiel. Le vaccin, je le rappelle, c'est ce que je viens de dire, n'est pas un produit comme un autre. Fabriquer une usine de vaccins, c'est entre 7 et 10 ans. Fabriquer, avoir cette expertise, c'est 70% des vaccins sont fabriqués en Europe. Et on a parlé de la qualité scientifique, industrielle de l'Europe tout à l'heure. Donc c'est pas tout à fait par hasard. La vraie solution, elle est de se dire, d'abord, comment est-ce qu'on fait en sorte que les pays qui ont du stock de vaccins le rendent disponible? C'est la fameuse question de l'embargo. Et le deuxième, comment est-ce qu'on favorise des États-Unis. Et la seconde, c'est comment est-ce qu'on favorise les collaborations entre les acteurs. Aujourd'hui, il y a près de 300 collaborations diverses entre des acteurs qui sont habituellement des concurrents pour fabriquer ce vaccin, pour mettre à leur disposition leur site de production. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut promouvoir absolument aujourd'hui, plus toutes les opérations qui sont menées par les fondations diverses et les actions Collet, diverses. vous conviendrez, oui bien sûr, on vous suit, mais Monsieur Collet, et puis je voudrais avoir l'avis de nos autres invités, vous reconnaîtrez que la question mal posée n'était pas nécessairement de moi, mais celle du président Biden. Oui, le président Biden a peut-être aussi, et on n'est pas là pour discuter de ça, mais peut-être aussi des préoccupations politiques quand aujourd'hui il y avait un embargo sur les vaccins qui étaient fabriqués aux États-Unis et il a peut-être cherché à y trouver une solution autrement. Et on comprend encore une fois. Un commentaire sur les brevets, la propriété intellectuelle de nos autres invités. Deux choses. Un petit commentaire sur le sondage. La recherche, je trouve que le soutien à la recherche est important.
On a parlé de rigueur scientifique, je crois que c'est important de le rappeler. Je pense qu'il faut rappeler quand même que le Covid, et ça, sans la recherche virologique sur le Covid, on n'aurait pas trouvé les vaccins. C'est-à-dire, si on n'a pas séquencé le virus, si on n'a pas compris comment le virus rentre dans la cellule, si on n'a pas compris l'importance de la protéine spike, on ne peut pas fabriquer un vaccin, on ne peut pas trouver un traitement. Donc la recherche, elle est fondamentale. Je pense qu'elle a montré aussi l'éruption de la médiatisation trop importante dans le monde scientifique qui a rendu fou certains très bons scientifiques et qui... Donnez-nous des noms, monsieur Samuel, des noms. Je pense que le professeur Raoult est un scientifique de très haut niveau international. Hein. Il l'a montré, il a découvert des virus, il est extrêmement fort. Je pense que sur la publicité autour de l'hydroxychloroquine a été non scientifique. Donc, je pense que la surmédiatisation a été un peu délétère dans cette affaire et ça n'enlève pas ses valeurs intrinsèques. Alors finalement sur les brevets, c'est pas ma spécialité, mais il y a deux choses. Il y a je dirais l'accessibilité des médicaments et des vaccins. On l'a connu par exemple pour le VIH ou le traitement de l'hépatite C. Ce sont des traitements qui étaient très coûteux, il a fallu à la fois négocier le coût des médicaments dans des pays en voie de développement qui ne pouvaient pas se les payer. Et quand on discute on a une pandémie mondiale, on veut que le virus soit éradiqué, on a besoin que le vaccin soit dans tous les pays. Si le vaccin n'est pas dans tous les pays, on peut plus voyager, on peut pas aller, le virus, il s'arrête pas aux frontières. Donc là, on a un sujet d'accessibilité. Voilà, il nous reste quelques minutes. Renaud Degas va poser une question qui circule un peu sur les réseaux. Juste un mot pour l'argumenter un petit peu, c'est l'Europe. Avant de passer la parole à Renaud, est-ce qu'il faut plus d'Europe? Parce que quand même la crise Covid a révélé quand même que l'Europe jouait un rôle avec des difficultés sur le vaccin, sur la recherche, etc. Est-ce qu'il faut penser qu'il faut plus d'Europe? Sûrement. Mais comment concrètement, quels sont les leviers? On fait un petit tour de table rapide. On commence par vous, madame. L'Europe, comment faire plus d'Europe? L'Europe, bien sûr fondamentale. Il y a un plan cancer Europe aussi qui est en place. Bon, après l'Europe est très hétérogène, on le sait. Hein. Il y a plusieurs appels d'offres européens qui sont en cours et je pense que la collaboration européenne, nous on le voit en cancérologie, pour certaines pathologies, on ne peut pas faire d'essais cliniques si on n'est pas à plusieurs pays parce que les maladies sont rares. Donc oui, l'Europe, absolument. Frédéric Collet, l'Europe, est-ce que l'Europe c'est une concurrence entre pays ou est-ce qu'il y a une entité européenne? Non, je suis absolument d'accord à ce que vient de dire le professeur Penolorca. L'Europe est absolument essentielle. La crise a démontré qu'on avait une insuffisance d'Europe en matière de prévention, en matière de coordination des efforts, et puis et également en matière de mobilisation. Rappelons-nous des premiers jours quand on cherchait des masques, la complexité que ça a eu, c'était juste un révélateur, mais c'est une illustration. Donc oui, bien sûr, une meilleure coordination. Je me réjouis comme elle de ce que on est maintenant un plan cancer Europe qui sont en train de se structurer. Et je pense qu'il faut absolument aller dans ce sens-là. Et d'ailleurs, quand on parle d'indépendance sanitaire, qui est un des grands sujets à la mode également, on parle d'indépendance sanitaire européenne et pas française. Plus que nationale. Bien sûr. Didier Samuel vous allez lancer d'ailleurs un grand colloque à la Sorbonne sur ces sujets-là, je sais. Non, pour moi, l'Europe est fondamentale. Il est très important que la recherche française se développe et soit forte au sein de l'Europe, mais il faut absolument qu'il y ait une recherche européenne et on ne peut pas tout faire tout seul et on a une vraie force, mais pour cette force, il faut qu'il y ait un financement au niveau européen, une coordination au niveau européen, il faut une réactivité, une vraie volonté de travailler ensemble et on le voit dans les associations scientifiques et les essais européens, ils sont du niveau mondial et donc oui, l'Europe. Renaud et à cet égard, le fait que la France prenne la présidence européenne prochainement avec l'ambition que l'on sait à Emmanuel Macron est une vraie opportunité justement pour tirer les enseignements de la crise d'un côté et également faire avancer ces sujets européens dans le domaine scientifique et médical et en matière d'accès aux traitements innovants. Renaud, il nous reste 2 minutes. Oui, bonjour. Deux questions qui circulent. Une première qui est
assez rapide. Vous évoquiez Emmanuel Macron, on pense Startup Nation. Est-ce que, à votre sens, la mode de l'innovation, est-ce que l'innovation a tué la recherche dans les têtes? Parce que l'innovation, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus immédiat et visible. Donc, est-ce que cette culture de l'innovation qu'on a vu fortement monter a tellement un peu tué la préoccupation de la recherche fondamentale et de toute la chaîne? Première question. Deuxième question, on voit aussi beaucoup monter tout ce qui est data et données en vie réelle. Et alors, ça, c'est peut-être plus technique recherche. Est-ce que ça a un impact aujourd'hui pour les chercheurs fondamentaux que de pouvoir avoir accès à ces données de vie réelle qui font un retour quasi direct par rapport à vos recherches? Alors, en quelques mots chacun, vous répondez d'entrée de jeu aux deux questions. Didier Samuel, donc l'innovation tue la recherche, c'est un paradoxe, mais est-ce que c'est pas vrai? Non, je pense pas que l'innovation tue la recherche, et je pense que les deux sont importants. Je pense aussi que la recherche, elle doit devenir de plus en plus transdisciplinaire. Ça répond aussi en partie à la deuxième question. Comme ça a été dit tout à l'heure, la recherche ne doit pas être spécifiquement biologie-santé. On voit l'apport que peut apporter l'IA, la biostatistique, la bioingénierie, de la bioinformatique. On voit que maintenant beaucoup d'ingénieurs, de physiciens s'intéressent à la santé, et on voit ces mondes se rapprocher. Et je pense que c'est ça aussi la recherche d'aujourd'hui et du futur. Frédéric Penaud-Lorca, alors en quelques mots, parce qu'on arrive au terme. Alors, pour moi, non, l'innovation ne tue pas la recherche, au contraire. Mais après, le problème, c'est qu'il y a une start-up sur 5 qui perdure et qui arrive au statut de PME. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces start-up, comment on peut les intégrer dans nos équipes de recherche et pouvoir leur permettre d'aller plus loin. Donc, ça, c'est surtout ça qui me paraît important. Après, les données de vie réelle, les big data, c'est fondamental. C'est aussi parce que, par exemple, quand on regarde dans un essai clinique, c'est des populations très sélectionnées. Comment ça se passe après dans la vraie vie chez les vraies personnes, ça c'est très important. Et au niveau français et européen, on a le Health Data Hub, et puis au niveau européen, on a beaucoup de collections de différentes bases de données. Ce qui nous manque en France, c'est les données ethniques, parce que les données ethniques, elles sont importantes, elles ont d'une part de la génétique pure des populations et d'autre part les mesures médicaux, enfin l'environnement socio-économique des personnes, et ça a un impact majeur sur la santé. Et ça nous manque dans notre pays pour mieux faire notre stratégie de recherche et de traitement et de prévention. Alors Frédéric Lorca, sur les startups, vous nous direz sur l'innovation tue la recherche, j'imagine que non. Mais est-ce que les big pharma n'étouffent pas les startups? Est-ce que quand elles les prennent leurs inventions, est-ce qu'il n'y a pas un problème de développement des startups, peut-être indépendamment des big pharma? Alors moi, si je peux répondre là-dessus, je pense que c'est une chance pour elles. Enfin, je vous laisse parler maintenant, mais je pense que c'est une chance pour elles. D'accord. Je pense que c'est une chance d'arriver justement, de pouvoir être racheté, parce que c'est l'objectif quand même. Frédéric Collet. Oui, écoutez, d'abord, l'innovation ne tue pas la recherche, au contraire, elle l'encourage. Je prends un exemple sur Alzheimer, sur lequel on travaille depuis des années et des années. Plus de 90 essais, enfin plus de 90 projets ont été abandonnés dans les dernières années, mais je suis confiant qu'on va trouver. Du coup, l'innovation, elle encourage la recherche. Ce sont des milliards qui ont été investis. Elle nous rappelle, encore une fois, je pense que c'est important pour le grand public, que la recherche est un métier à risque et qu'on ne parle que des trains qui rentrent en gare. Faut pas oublier tous ceux qui continuent de tâtonner, de se perdre un peu dans le noir ailleurs. Donc l'innovation, elle encourage au contraire la recherche. Pour moi, c'est essentiel. Maintenant, concernant la fertilité, les champs, Start-up et Big Pharma, ça m'amène naturellement à un sujet qui est celui des clusters. Aujourd'hui, notamment dans le cadre du CSIS, de cette réflexion post-Covid, la façon de fertiliser tout cet échange, il y a ce qu'on peut apprendre des clusters. Je prends le cluster de Boston, 250 000 étudiants, 25 000 chercheurs qui sont là-bas, près de plusieurs je crois plus de 50 entreprises Big Pharma, l'essentiel des Big Pharma y sont, mais tout le tissu des biotech également, et également le circuit, le terreau en matière financière et ce qu'on appelle les business angels et ceux qui viennent soutenir et prendre les risques avec elles. Donc c'est de ça dont on doit s'inspirer pour créer justement cet échange. En France, il nous manque. On sait qu'il y a beaucoup de réflexions autour de ce sujet, que le président de la République a cette ambition de pouvoir créer un ou des clusters en France.
excusez-moi. nous... Je pense qu'il faut absolument il faut regarder Pascal, ça avec il faut- beaucoup Il faut d'attention. conclure, Pascal. Et ça Oui, ça doit encourager un Oui. truc, c'est la prise de risque. Prise de risque. En vous remerciant, vous nous avez, je crois, quand même montré que la situation était grave, peut-être, mais pas désespérée. Monsieur Collet, quand vous nous parlez des clusters, évidemment, c'est les clusters positifs qui font avancer la science, pas ceux qui vont créer, qui vont nous donner le Covid. Hein. Des C'est foyers pas- d'infection. c'est pas des Non, foyers c'est vrai d'infection. Hein. C'est avait vrai que compris. le terme était mal choisi, excusez-moi. Non, pas du tout. C'est le bon terme, mais simplement, effectivement, dans l'imaginaire citoyen et populaire, on pense aujourd'hui, tout le monde est devenu un grand épidémiologiste ou grand infectiologue, donc tout le monde connaît les clusters, mais on pense évidemment aux clusters épidémiques. En tout cas, merci d'avoir passé cette heure avec nous. C'était évidemment important de vous retrouver et à ce moment donné de l'actualité. Je remercie d'abord Philippe Leduc, Renaud Degas. Merci, Pascal. Merci aux équipes, Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T à la technique avec Quentin Beauvillain, à la veille des acteurs de la santé, à LDC Santé, à Hortus. Merci à nos partenaires BVA, Carte Blanche, le groupe Pasteur Mutualité, Medtronic et Point Vision. Et pour le sondage, merci à nouveau à la Fondation de l'Avenir. À bientôt, merci et à la prochaine fois. Merci beaucoup.